Lorsque la grande pauvreté vient toucher un enfant, un élève, elle entre dans le périmètre d'intervention de l'Éducation nationale, elle devient sa responsabilité. Dès lors que la grande pauvreté constitue un handicap scolaire, elle exige une prise en charge scolaire. Cette journée, elle répond en fait à une attente forte de l'ensemble du système éducatif et de l'Académie de Créteil en particulier, parce que c'est vrai que nous avons dans notre académie une proportion très importante d'enfants qui vivent dans des familles en situation de grande pauvreté et de pauvreté. Et nous avons besoin régulièrement de rappeler à l'ensemble des acteurs l'enjeu de ces enfants, l'enjeu pour ces enfants de l'école et de l'accueil de ces enfants et de ces familles qui sont en situation de grande pauvreté. On se disait, et oui, la peur pour la famille d'aborder l'enseignant qui sait beaucoup de choses, qui a le langage facile, et moi qui suis là en tant que maman, qui n'ai pas forcément la même connaissance. Je n'ose pas approcher et je me disais, et on se disait, que cette peur existe aussi chez l'enseignant. Je me pose des questions pour l'avenir de Florian. Comment peut-il prouver ses capacités, progresser comme tous les autres enfants quand l'école ne l'accueille pas et ne lui permet pas les apprentissages ? Quand on vit dans la pauvreté, dans la grande pauvreté, c'est comme vous le dites, comme une chaîne infernale, c'est-à-dire un ensemble de précarités qui se cumulent et qui font que le quotidien il est vraiment compliqué. Et l'école est dans cet ensemble. C'est ça qu'il faut que... Alors l'école ne peut pas tout rattraper des problèmes de pauvreté, de grande pauvreté des familles. Et la question n'est pas là. La question est comment on accueille cet enfant qui vit dans la pauvreté, dans la grande pauvreté, aussi bien, voire mieux que les autres, pour lui donner autant de chances que les autres, de vraiment pouvoir rentrer dans les apprentissages, de pouvoir être bien dans sa socialisation avec les autres enfants. Il faut que les rencontres parents-professeurs se démultiplient tout au long de l'année et surtout qu'elles soient beaucoup moins solennelles. Après la lecture du rapport de Jean-Paul Delahaye, il nous a semblé qu'il y avait dans ce rapport un certain nombre de préconisations qui seraient peut-être intéressantes de regrouper dans un même document autour de 3 axes qui nous semblent refléter le contenu de ce rapport. Développer des événements festifs permettant aux familles de rentrer à l'école ou dans l'établissement pour d'autres raisons que leur enfant et ses résultats. Comment faire en sorte qu'ils puissent apprendre et progresser et devenir curieux, obtenir une vraie confiance en l'avenir et puis développer l'ambition parce que on sait que pour ces enfants-là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué en fait. La grande précarité, c'est un accès au droit très limité. C'est voir un accès au droit qui est quelquefois dénué. On a fait l'hypothèse que des familles qui avaient droit aux bourses ne faisaient pas la demande ou ne renseignent pas complètement le dossier de demande de bourse. Et pour essayer de lutter contre ce phénomène-là, on a demandé à tous les parents de présenter leur feuille d'imposition ou de non-imposition, ce qui nous a permis, avec un travail conduit avec nos secrétaires et notamment secrétaires d'intendance, après la rentrée, de repêcher en quelque sorte et d'identifier des familles qui, alors qu'elles étaient éligibles, n'avaient pas fait la demande. Dans un établissement comme le mien, ça représentait cette année 71 familles qui avaient droit aux bourses et qui n'avaient pas fait la demande. Nous allons demander à toutes les écoles et à tous les établissements de l'académie de travailler autour de ce vade-mecum et d'élaborer, à partir des pistes que nous allons leur envoyer, une véritable stratégie de mise en œuvre.